Quel a été le déclencheur de votre passion pour la photographie? Comment la passion m'est venue de la photographie? Alors c'est assez simple, mon compagnon a eu le malheur de m'offrir un appareil photo. À l'époque, nous étudions aux États-Unis, à Washington. Je suivais une année de LLM, donc de troisième cycle en droit à Georgetown Law University. Et il m'a offert un appareil photo pour mon anniversaire. Je l'ai testé, etc. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le lâcher. Donc à partir de là, j'ai fait quelques stages sur place pour apprendre véritablement à m'en servir, parce que je ne voulais pas juste faire clic-clac quand je voulais pouvoir que ce soit un outil qui me permette de montrer aux autres ce que je voyais moi, et non pas un simple outil technique qui n'apporte pas, qui ne permettent pas de m'exprimer de manière personnelle. Donc j'ai fait quelques stages. Quand je suis revenue en France, j'ai continué. Je me suis inscrite dans une association. J'ai suivi quelques cours dans un centre, le centre Verdier, il me semble. Et puis petit à petit, il est apparu que je ne pouvais pas diviser mon temps entre une activité d'avocate et une activité de photographe. Donc j'ai opté pour la seule solution qui était possible pour moi, c'est-à-dire que je n'envisageais pas la possibilité de reposer l'appareil photo, donc j'ai opté pour la photographie. Comment devient-on une artiste photographe professionnelle? Alors, je suis revenue en France, je dirais en 2010, et dès 2011-2012, j'ai commencé à présenter en galerie. J'ai proposé mon travail à une galerie qui était dans le premier arrondissement. Ensuite, j'ai commencé à proposer les photos dans des festivals, à chercher des lieux d'exposition en province. Donc c'est vraiment devenu... c'était mon activité principale, hein, sans aucun doute. À côté de ça, j'ai aussi fait certaines découvertures de romans. Et je continue. Voilà, petit à petit, j'ai essayé de trouver de nouvelles débouchés pour mes photographies, une manière de développer l'activité. Continuez-vous à vous perfectionner par des stages auprès d'autres photographes pour développer d'autres techniques? Oui, je suis toujours intéressée par découvrir de nouveaux aspects de la photographie. Pour le coup, j'ai fait, avant la pandémie, mais je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de le faire depuis, j'ai fait quelques stages avec une artiste qui s'appelle Sabrina Biancusi, qui est une artiste très très douée et qui travaille beaucoup sur les procédés anciens. Et aussi les techniques mixtes, c'est-à-dire allier la photographie avec de la peinture, gratter ses images, etc. Trouver de manière de toujours rendre un peu plus personnel en fait son travail photographique. Donc oui, moi je suis curieuse de tout dans le domaine, donc si je vois quelque chose qui m'intéresse et que j'ai l'opportunité de le faire, je vais apprendre. Dans votre travail et votre recherche, avez-vous une thématique préférée? Il y a tout un sujet qui quand même prédomine, c'est le travail sur le souvenir et la mémoire. C'est toujours ma première série vraiment importante que j'ai présentée en galerie. Ça s'appelait Paradis perdu. C'était l'idée d'un moment de bonheur auquel on a été arraché et on doute si on l'a véritablement vécu ou si on a inventé ces sensations et ce sentiment de plénitude. Donc c'est vraiment cet aspect-là, ça m'a passionnée et j'ai eu envie d'expérimenter différentes techniques pour voir comment l'appréhender au mieux. Donc j'ai travaillé avec le flou, j'ai travaillé avec le noir et blanc, avec différents types d'appareils photographiques, etc. pour toujours approfondir ces sentiments de souvenir et de nostalgie. Je crois que c'est deux mots qui sont un point commun en fait, dans mon travail, hein, même s'il est très éclectique.
Quels sont les moteurs de votre créativité et comment organisez-vous votre travail artistique avec le travail de la galerie? Alors, qu'est-ce qui me motive dans ma créativité? Je dirais l'envie. Chaque nouvelle série naît d'un sentiment, d'une sensation et de l'envie de la transmettre, de faire passer aux autres ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Donc je dirais que ça, c'est ma principale motivation. Pour ce qui est de l'organisation, à l'heure actuelle, je crois que j'ai pas de bonne réponse. Simplement, quand j'ai un projet, je vais m'y plonger dans les temps de liberté que me laisse la galerie. Donc, ça serait en matinée ou le week-end. Et dans ce cas-là, je vais vraiment m'y mettre. Ou les grandes vacances, ça m'est arrivé comme la galerie ferme en août, de consacrer plusieurs semaines de ce temps-là à vraiment travailler quelque chose qui m'attendait et que je voulais réaliser. Une de mes dernières séries, par exemple, je l'ai fait sous une quinzaine de jours au mois d'août. Voilà, parce que ça avait besoin d'être fait, et du coup, je m'y suis plongée. Quelle astuce trouvez-vous pour trouver des sujets malgré la problématique du temps? Alors, le temps manque toujours, hein, mais il faut le prendre. C'est pour ça que l'année dernière, je me suis forcée à le prendre. Je me suis lancé le défi de prendre une photographie au Polaroid par jour. La difficulté d'un exercice comme celui-là est qu'il faut en fait renouveler son regard sur les choses que l'on voit quotidiennement. Il faut se forcer à regarder son environnement de manière différente et de visualiser la poésie dans ce que l'on croise tous les jours. C'est-à-dire que par exemple, je fais toujours la même promenade pour venir à la galerie. J'ai 1 heure de marche pour arriver jusqu'ici. Et pendant cette heure de marche, j'ai réappris à regarder ce qu'il y avait autour de moi, à essayer de retrouver la poésie du quotidien, une fleur qui poussait sur la pierre, un tag auquel je n'avais pas fait attention, une mouette qui riait de passants, enfin autant de choses que je ne regardais plus parce que je connaissais trop les lieux. Donc ça m'a permis de fouiller un petit peu plus dans le présent et de montrer sa poésie et de retrouver aussi une affection pour Paris que j'avais tendance à ne plus regarder, ou alors que je voyais plus les mauvais côtés de la ville que sa beauté et sa poésie, un jour de ciel bleu ou un jour de temps gris, etc. Donc c'est vrai que cet exercice permet de renouveler son regard sur son quotidien, et ça c'est très intéressant. On se concentre sur une lumière, sur une sensation, sur un détail, et c'est très enrichissant. L'ensemble de votre travail comporte des séries très diverses, comme entre autres des photos en noir et blanc très lumineuses, et d'autres proches de certaines peintures. Quelles sont vos réflexions, tant au niveau des thématiques que techniques, avant de débuter un projet de série de photos? Alors, j'aime beaucoup pour le coup les noirs et blancs très lumineux, ne serait-ce que dans le choix de mon papier. Quand je prends du noir et blanc, j'utilise toujours un papier qui s'appelle Anomie Bright White, et c'est un papier mat, grainé, et qui est très lumineux. Il a des vrais blancs. Il y a beaucoup de photographes qui utilisent par exemple des papiers chauds pour le noir et blanc, mais moi j'aime le vrai blanc éclatant, donc voilà. Et sinon, entre ce qui concerne l'aspect dessin de mes photos, moi c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible, ne serait-ce qu'en termes d'amatrice. Quand je regarde le travail des autres, j'aime beaucoup l'ambiguïté entre la photo et le dessin et la peinture. D'ailleurs, beaucoup d'artistes de la galerie, on retrouve cette ambiguïté. Par exemple, Stéphane Mahé, qui est un photographe qui avec son travail Somewhere, où il y a
beaucoup de personnes pourraient s'y tromper. Et je pense que ça vient de mes thématiques de travail. Et comme je le disais tout à l'heure, le souvenir et la nostalgie. Et je pense que c'est lié puisque c'est la représentation du souvenir qui se fait moins nette. Elle n'est pas aussi exacte, elle est presque inventée. Et du coup, là, ça passe d'un souvenir immédiat avec, où on voit les appareils numériques qui font des photos mais d'une précision incroyable. Et moi, c'est parce que pour moi, le souvenir, c'est pas ça. Le souvenir, on l'interprète, il y a son esprit qui l'a modifié. Le souvenir, il n'est pas parfait. Et c'est ça qui m'intéresse dans mes photographies. Et c'est pour ça que je travaille cette ambiguïté entre la photo et le dessin. Et sinon, pour la question relative aux techniques quand je fais une série, je pense que quand j'ai une idée, je sais tout de suite quel appareil je veux utiliser. Parce que j'en maîtrise un certain nombre, le Polaroid, le Olga, le Sténopé, j'ai un superbe moyen format Mamiya, etc. Et selon ce que je veux exprimer, selon le discours que je veux avoir, je sais l'appareil qui va me permettre d'obtenir le rendu que je souhaite. Vous utilisez différents types d'appareils. Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui, alors il y a des différences aussi selon la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire que par exemple, j'utilise le Sténopé d'une manière assez spécifique. La plupart du temps, le Sténopé fait des photos relativement nettes parce qu'il est posé. Donc il ne bouge pas et il y a une netteté. Moi, je le tiens à main levée. Du coup, le temps de pose fait que c'est légèrement troublé et je sais le rendu. Et ça me permet d'obtenir un rendu particulier. Donc, en tant que photographe, vous avez envie d'aller vers quoi? Est-ce que vous avez des envies particulières pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous titille? Alors, plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait des stages sur des techniques anciennes et sur le croisement des techniques. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps. Notamment mes 2 dernières séries sont des mélanges de photographie, d'aquarelle et d'encre. Du coup, ce qui renouvelle un petit peu mon travail. Et actuellement, alors je ne sais pas encore quand je vais le réaliser, ni comment, mais je m'intéresse à intégrer des mots à mes œuvres. Par exemple, j'aime beaucoup le travail d'un photographe qui s'appelle Gérard Rondeau et qui écrivait sur ses tirages. Et comme j'aime beaucoup les mots, j'ai envie de voir comment essayer de croiser ces deux activités. Donc voilà, c'est mes pistes de réflexion actuelles. Donc, à voir maintenant dans les futures expositions. Ah bah, écriture, ça a déjà commencé, je vais sortir mon premier roman au mois de décembre. Oh, donc... Ah bah voilà, il y avait d'autres choses. Et ça parlera de quoi? Un roman policier historique qui se passe à l'époque de Napoléon III. Comment en êtes-vous venu à créer la galerie et pourquoi le nom L'entrée des artistes? Alors, comment on est venu à la galerie? En fait, donc, avec mon activité de photographe, j'avais de plus en plus des expositions un petit peu partout en France. Donc, je me déplaçais beaucoup. Et au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin de me poser, d'être moins en vadrouille et d'avoir un espace où je pourrais montrer mon travail. Il y avait aussi le fait que mon compagnon est un grand amateur de peinture et rêvait depuis très longtemps d'ouvrir une galerie. Et donc nos 2 envies se sont combinées pour créer l'entrée des artistes. Pourquoi ce nom-là? Alors, on a cherché pendant très longtemps, hein, ça fait l'objet de nombreuses discussions.
On a imaginé avec notre nom de famille, il y a beaucoup de galeries où on met les noms de famille, mais ça ne correspondait pas à notre vision de l'endroit que l'on voulait créer. On voulait partager nos découvertes, on voulait que ce soit les artistes qui soient mis en avant plutôt que le galériste. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'entrée des artistes. Comme ça montre tout de suite notre point de vue, c'est-à-dire que c'est les artistes qui sont au cœur de notre projet. Et comment vous partagez-vous le travail de recherche? Est-ce que vous vous occupez exclusivement des photographes et votre compagnon des peintres et des sculpteurs, ou chacun de vous apporte son idée pour un artiste qu'il trouve intéressant, qu'il soit photographe, peintre ou sculpteur? Alors absolument pas. Pour le coup, il faut qu'on soit tous les deux d'accord sur les artistes, que ce soit peinture et photo. Alors mon regard m'attire plus souvent vers des photographes que je lui propose, et s'il me dit si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas. Et inversement, lui va plus souvent me proposer de la peinture que de la photo. Mais ça m'arrive de lui proposer de la peinture et ça lui arrive de me proposer de la photo. Mais la condition sine qua non pour après exposer, c'est qu'on ait tous les deux un coup de cœur. Comment recherchez-vous vos artistes? Alors, ça vient de multiples sources. C'est-à-dire que, donc, comme nous, on était tous les deux amateurs, on avait quelques œuvres chez nous. Et donc on avait acheté à des artistes certaines de leurs œuvres par des biais différents. Par exemple, Lily Rose, j'avais eu un coup de cœur pour son travail à la sortie de son livre. Et c'était un de mes premiers beaux cadeaux que je me suis fait, c'était une photo de Lily Rose. Donc quand on a ouvert la galerie, je l'ai contactée pour lui demander si elle serait intéressée pour exposer. Et elle nous a dit oui, donc c'était merveilleux. D'autres artistes, par exemple Mio Hirakawa, on a découvert son travail à travers une vente aux enchères dont les bénéfices devaient aller à des soins hospitaliers aux enfants, il me semble. Et on n'avait pas encore la galerie de la même manière. On a vraiment apprécié sa vision unique de Paris ainsi que la texture qu'elle apporte à son travail. Et donc quand on a ouvert la galerie, on l'a recontactée. Pour d'autres artistes, au début de notre activité, on a fait un concours dont le prix était une exposition à la galerie, ce qui nous a permis d'avoir un vaste échantillon d'artistes sur le thème de la ville. Ont exposé à ce moment-là Daniel Georges, Françoise Chadlas et il va me dire si je retrouve Pascal Sonnet, voilà. Donc ils sont trois artistes qui ont exposé au tout début de notre activité et qu'on continue à exposer encore maintenant. Pascal Sonnet a exposé au mois de novembre, Daniel Georges expose le mois prochain, et Françoise Chadlas s'était exposée au mois de décembre. Donc c'est des artistes avec lesquels on continue de travailler maintenant. Après, il y a des mois, des artistes que j'ai connus quand je travaillais en tant que photographe, quand je faisais exclusivement que ça. Par exemple, Véronika Tumova, j'ai découvert son travail quand j'exposais à Saint-Malo. Elle exposait dans un festival, le Festival des Arts, je crois, de Saint-Malo en même temps que moi. Il y a d'autres artistes comme Antonio Dominguez, qui fait un magnifique travail à la gomme bichromatée. Je l'ai découvert grâce à mon club photo, tout simplement. Donc ça va vraiment de toutes sortes d'origines. Il y a aussi des gens qui nous envoient des dossiers où on tombe amoureux de leur travail. C'est très varié, très varié. Et Cécile B, comment l'avez-vous découverte? Ah, Cécile B aussi, c'est intéressant parce que Cécile B, alors je sais maintenant, avec le temps qui passe, je ne suis plus certaine si c'était 2 ans ou 1 an et demi. Et en fait, on a publié des travaux dans la même revue.
il y a un magazine qui s'appelle Corridor Elephant, qui est un magazine de photographie haut de gamme, sans publicité, qui avait fait un appel à projet autour du corps. Et j'y avais répondu avec la série que j'expose ici, des corps émouvants, qui avait été sélectionnée, et Cécile B avec son travail qui est exposé en haut. Et c'est comme ça donc que j'ai découvert ce qu'elle faisait et qu'on lui a proposé d'exposer ici. À partir de là, c'est des sensations intérieures. Elles peuvent être poétiques, comme le travail poétique et aérienne, comme le travail d'Olivier Rose, mais les sentiments peuvent être aussi plus bouleversants, plus sombres, mais en même temps poignants. Et ça, c'est le travail de Cécile B. En plus, Cécile B, la particularité de son travail, c'est que c'est son propre corps qu'elle photographie. Donc il y a une intimité qui est qu'on ne peut pas négliger. Ouais. Comment choisissez-vous les thèmes de vos expositions et comment faites-vous fonctionner les artistes entre eux? Alors, on a au moins généralement 3 artistes au CIMES, voire 4, et 1 ou 2 céramistes ou sculpteurs. Pour le choix des thèmes, généralement, on part d'un artiste donné, autour duquel on va construire un thème. Et une fois qu'on a le thème, on va aller chercher les autres artistes. On va faire en sorte que ça soit complémentaire, que les artistes ne rentrent pas en conflit les uns les autres avec les œuvres, il faut que ce soit assez dissemblable, qu'ils aient chacun leur personnalité. Et on va essayer de créer, que chacun apporte quelque chose au thème et à l'autre artiste. On ne choisit pas une technique, c'est-à-dire que la spécificité de la galerie, c'est pas de présenter exclusivement de la photo, exclusivement du dessin, de la peinture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des échos entre les différentes techniques. Donc vous verrez très rarement une exposition purement photographique ou purement peinture. On veut vraiment un dialogue entre les arts, que ce soit au CIMES ou les sculptures. Par exemple, là, cette exposition, on a introduit de la photo, du dessin, mais en même temps, les céramiques ont aussi toute leur place dans la thématique. Par exemple, sur le fils de Mes émois, on voit, on a des céramiques de Béatrice Brunetto qui s'appellent les penseurs. Pour le coup, ils ont chacun une véritable personnalité et qui apportent à la thématique générale. De même que les œuvres de Marie-Madeleine Vitrolles, avec leur beauté éthérée et intemporelle, qui apportent aussi quelque chose à cette notion de ces émois. Elles ont des visages différents, des attitudes différentes, et elles s'inscrivent dans le projet général. Vous m'avez expliqué le travail de Pascal Sonnet sur la série sur New York, et cela a complètement changé mon regard sur la photographie. Pensez-vous que le rôle du galeriste soit d'expliquer les œuvres? Je pense qu'il y a deux choses différentes. D'abord, nous, c'est vrai qu'on privilégie le premier regard, c'est-à-dire le regard du visiteur sur l'œuvre. Parce que notre sensibilité fait qu'on choisit des œuvres avec une certaine esthétique et une certaine poésie, et on veut que le visiteur puisse découvrir cette sensation et qu'il se laisse porter par l'œuvre. Après, parfois c'est pas toujours évident de premier abord, et c'est aussi là qu'intervient notre travail de galériste. C'est-à-dire que moi je connais le travail de Pascal Sonnet, donc j'ai pu vous transmettre ce que j'en savais. Parce que cette série sur New York, moi quand il me l'a montrée, j'ai adoré, j'ai trouvé qu'elle était assez extraordinaire. Mais quand des photographes font ce qu'on appelle un peu de street photographie, photographie de rue, il est facile d'être catégorisé en fait, d'être dire voilà, ah, il fait de la photographie de rue, et du coup on ne regarde pas les détails. Alors que je connais Pascal et je connais la manière dont il travaille, et je sais qu'il y a toujours plus en fait que ce qui apparaît
immédiatement. Je sais que si on cherche, on va toujours trouver un petit truc supplémentaire. Donc ça, je le sais chez lui. Et du coup, ces photos, je les connais. Sur cette série de New York, je la connaissais bien. Et donc c'est ça qui m'a permis de vous en parler. Et c'est aussi ça qui est notre travail de galeriste. Et pour moi, c'est très épanouissant, justement, de me dire, j'ai permis que vous ayez une vision renouvelée de son travail. Il est intéressant de savoir décrypter une photo, surtout qu'aujourd'hui, la photo est devenue si commune qu'on ne voit pas les détails. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent une richesse insoupçonnée et en fait il est facile de passer rapidement dessus sans s'attarder parce que le travail de Pascal est très fort et il y avait toujours des points forts sur les photos et du coup parfois on n'a pas le temps ou notre regard est attiré par autre chose et on oublie des détails qui renforcent en fait la photo et qui lui donnent une spécificité supplémentaire. Dans le futur, quelles évolutions envisagez-vous pour la galerie? Je pense la galerie, c'est vraiment faire découvrir d'autres artistes, continuer à soutenir les artistes qui nous accordent leur confiance, exposer du mieux qu'on peut. Voilà. On n'a pas peut-être envisagé des salons. Après, là, tous ces projets-là avaient été un peu mis entre parenthèses, mais la question va à nouveau se poser. Non, c'est continuer, développer, amener toujours un peu plus de gens à nous faire confiance et nous suivre, suivre nos coups de cœur et nos sensibilités. Bien, merci Françoise. Et je vous en prie. Et voilà, ça sera une belle vidéo pour Culture franco-britannique et irlandaise. Merci pour l'interview.